Merci de votre accueil. Écoutez, je viens en général sans discours préconçu. J'ai rien d'organisé, donc je vous propose que l'on fasse principalement un jeu de ping-pong de questions-réponses. Une chose avant tout, si ce livre a cette couverture, ce n'est qu'à cause des nécessités éditoriales. Si vous cherchez quelque chose sur l'État islamique, un bouquin qui décrypte son organisation, ses filières, ses réseaux, son financement, ses machins, ses bidules, passez votre chemin. Dans Djihad Academy, il n'y a qu'un chapitre sur 10 qui parle réellement de l'État islamique. Parce que c'est à peu près, somme toute, la proportion d'attention qu'on doit lui consacrer. Pourquoi ? Parce que 15% de la population en Syrie, en Irak, ne sont pas des djihadistes. Et pourtant, ils vivent dans le noir. Ils vivent dans le noir d'abord parce que leur gouvernement les garde dans le noir, les maintient dans le noir. Et puis ils vivent dans le noir parce que nous, journalistes, eux, éditeurs, vous, public, quand vous pensez Syrie, Irak, eh bien vous pensez terrorisme. Et on ne pense pas à cette immense majorité qui ne sont pas des djihadistes et dont personne n'a au final grand-chose à faire. Et c'est pour cela qu'ils nous choquent. C'est pour cela qu'ils font appel à nos fantasmes. Je vous renvoie à une note de blog traduite en français sous le titre « L'État islamique en son miroir », coécrit par un chercheur de l'International Crisis Group basé à Beyrouth, Peter Harling, et Sarah Birk, qui est la correspondante de The Economist à Beyrouth également. Donc traduit en français sous le titre « L'État islamique en son miroir », qui décrit avec un grand talent comment l'État islamique compense ses faiblesses bien réelles dans le monde réel en convoquant nos fantasmes. Les décapitations, les immolations, les massacres de masse, les crucifixions, l'esclavage, le viol, les enfants soldats, tout ce qui incarne le mal chez nous, avec un grand M, ce qui est le plus dégueulasse, le plus effrayant, tout ce qui en appelle à nos cauchemars les plus intimes, eh bien, il les appelle, il les cherche, ils viennent les prendre. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de nous faire perdre nos moyens. C'est que, au lieu d'aborder les problèmes de la région avec pragmatisme, en regardant, ok, quelles sont les priorités ? Pour moi, la priorité, c'est la protection des civils. La protection des civils, ça inclut évidemment une lutte contre ce groupe criminel qu'est l'État islamique. Mais ce groupe criminel, on se rend compte que ce n'est qu'un petit problème, que l'un des problèmes relativement modestes presque de ce Moyen-Orient en crise. Eh bien, eux, ils veulent nous pousser dans une confrontation. Ils ont un agenda qui est pratiquement apocalyptique. Ils imaginent qu'ils ont lancé un processus qui aboutira à une bataille de la fin du monde, une bataille qui doit se jouer dans un village du nord de la Syrie. Ils en appellent à
à un hadith, donc une citation du prophète, on va dire une partie de la sunna, qui annoncerait, selon certaines de ces lectures, puisque la grande qualité des textes religieux, c'est qu'ils se lisent avec... enfin, je veux dire, l'interprétation représente le plus gros de leur niveau de lecture. Eh bien, ils partent dans l'idée qu'il y aura cette bataille de fin du monde, qui opposera les armées musulmanes au reste du monde. Et que plus ils réussiront à nous entraîner dans leur guerre, plus ils réaliseront cette prophétie. Et plus, donc nous jouons leur jeu. Nous jouons leur jeu en les mettant sur le devant de notre agenda. L'État islamique, il est né en 2004 en fait. Il est né des conséquences de l'invasion américaine de l'Irak. Et d'ailleurs, le créateur de l'État islamique, Abu Musab al-Zarqawi, est né d'un couac malencontreux dans la communication de guerre américaine. Au moment où les Américains, au tout début de l'année 2003, en février 2003, se sont retrouvés devoir marketer, vendre leur projet d'invasion de l'Irak à l'opinion publique internationale, eh bien, ils avaient un problème. Ils étaient dans une guerre contre le terrorisme qui suivait le 11 septembre. La cible, la justification, c'était Al-Qaïda. Saddam Hussein n'avait pas grand-chose à voir avec Al-Qaïda. Il y avait donc un chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, c'était pour boucher ce trou, ils ont créé de toutes pièces un chaînon manquant qui s'appelle Abu Musab al-Zarqawi, qui était un djihadiste, même pas de seconde, sans doute de troisième zone, un bonhomme qui avait venu donc de ce faubourg d'Amman, qui est Zarqa, qui avait rejoint le djihad afghan sur le tard, qui avait eu un mal de chien à faire accepter sa baya, son serment d'allégeance par Oussama Ben Laden, qu'il regardait vraiment avec distance et même un certain mépris. D'ailleurs, il s'en est vengé. Aujourd'hui, l'État islamique se venge du mépris de l'époque de Ben Laden pour Zarqawi. Donc ce djihadiste un peu en rupture de banc, si l'on peut dire, se retrouve dans une zone du nord de l'Irak, zone d'ailleurs hors du contrôle du gouvernement de Bagdad. Mais bon, il est techniquement sur le sol irakien. Donc Colin Powell, discours au Conseil de sécurité des Nations Unies, brandit la photo de ce bonhomme totalement inconnu jusqu'à présent, Abu Musab al-Zarqawi. Ce faisant, il crée le personnage d'Abu Musab al-Zarqawi. Je me plais à imaginer la tête de Zarqawi lorsqu'il s'est vu à la télé. Sauter sur son téléphone. Maman, je passe à la télé, regarde, je suis aux nouvelles. Il n'existait pas, il n'était rien. Colin Powell en a fait une figure. C'est quand même formidable le talent qu'on a en Occident à créer, plus que nos problèmes, nos ennemis. Dans cette région du monde. Voilà donc l'un des... Bref, j'ai toujours tendance à avoir un discours assez décousu. Vous me donnez une pelote et je la tire jusqu'à ce que... Je tire le fil jusqu'à ce qu'on m'interrompe. Je ne sais pas, je continue. On pourrait... Où il y a déjà à ce stade des questions, des remarques, des critiques. Oui. Voilà. Oh, plein. Oups, mon Dieu. Allez, il était temps que je donne la parole à la salle.
Ah oui, nous sommes rue d'Ulm tout de même. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais simplement poser une question concernant ce que vous venez de dire. Ça marche. Ce que vous venez de dire sur cette bataille finale, j'ai Oui. pas très bien compris de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une métaphore ou est-ce que c'est Non, une il s'agit- réalité militaire? Non, c'est une réalité. En fait, pardon. C'est une réalité militaire, mais dans une fantasmagorie religieuse, hein. En fait, la bataille de la fin du monde, si l'on prend une interprétation djihadiste de ce hadith, se tiendra dans un tout petit village de, je crois, 1500 habitants du nord de la Syrie, de l'extrême nord de la Syrie, qui s'appelle Dabik. Et les djihadistes de l'État islamique sont dans une très grande, enfin, sont pour la plupart d'entre eux persuadés que cette prophétie est bien réelle et qu'il y aura bien la bataille de la fin du monde d'une façon imminente dans ce bled syrien. Oui. Bonsoir. Vous nous avez dit que les Américains ont créé ce personnage, Zarqawi. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, je suis en train de lire des recherches de plusieurs spécialistes de la question. Ils disent que les Américains apparemment font la même chose en Syrie avec le groupe Khorasan. Donc c'est un groupe voilà, que personne ne connaissait avant et maintenant ils font vraiment la promotion médiatique de ce groupe-là pour, au cas où, justifier leur intervention. Et la deuxième question, c'est où est la frontière entre le délire et le rationnel dans cette idéologie de la grande bataille contre les armées non musulmanes? Parce que si jamais il y a une intervention d'une coalition occidentale avec des soldats sur terre, je ne pense pas que l'État islamique puisse tenir. Merci. Deux très bonnes questions. La première, Khorasan. De fait, je n'ai aucune information sur Khorasan. Khorasan, attention, ce n'est pas l'État islamique, c'est une branche du Jabhat al-Nusra, donc la filiale officielle d'Al-Qaïda en Syrie, et donc qui est un groupe en immense majorité local, qui a très peu d'étrangers. Les étrangers seraient réunis au sein de ce groupe que l'on appelle Khorasan. Et c'est un groupe qui est très largement concurrent, voire ennemi de l'État islamique, mais qui a qui combat ponctuellement à ses côtés. Puisque la géographie des groupes armés en Syrie est tellement complexe que l'on se retrouve à avoir des groupes qui se combattent l'un l'autre à un endroit ou qui se sont combattus à un moment et qui sont alliés et se battent les uns à côté des autres à d'autres endroits ou à d'autres moments dans le temps. Khorasan, j'ai aucune information. J'ai entendu dire, enfin, il y a des gens plutôt bien informés qui m'ont dit que c'était une réalité, qu'au moment de la scission de l'État islamique, la quasi-totalité des djihadistes étrangers ont quitté. Donc l'État islamique est une scission du Jabhat al-Nusra, que la quasi-totalité des étrangers auraient quitté l'État islamique pour rejoindre, auraient quitté Jabhat al-Nusra pour rejoindre l'État islamique, à part quelques-uns, dont le français, là, le gourou, flûte, son nom m'échappe, le gourou Omar Homsen. Le mec qui fait des films, et le prédateur sexuel qui a fait venir, je crois, 50 Françaises, enfin bref, une caricature de gourou. Bref, et encore une fois, ma pelote se perd. Donc, oui. À propos des troupes qui partaient. Non, je voudrais finir sur Khorasan. Et d'autres personnes me disent Khorasan, c'est une invention. Donc, ce qui est acquis, c'est que il y a un tout petit noyau de djihadistes occidentaux qui sont restés chez Jabhat al-Nusra. Est-ce qu'ils s'appellent Khorasan? Est-ce que pour les besoins du marketing, les États-Unis leur ont mis leur ont posé l'étiquette Khorasan sur le dos? Je ne sais pas. D'ailleurs, à ce propos, beaucoup de gens disent que le terme Al-Qaïda n'a pas été
ce seraient les Occidentaux qui auraient posé sur le groupe le terme Al-Qaïda, que les gens d'Al-Qaïda n'auraient pas choisi ce nom. Donc après, il y a un véritable... dans la construction de l'ennemi et le besoin que l'on a de désigner, de cerner son ennemi, nous en Occident, il y a, c'est vrai, dans la désignation, le fait de poser des noms, parfois une dimension qui peut relever du piège. Sachant que la réalité de terrain, elle ne change pas. Il y a quelques dizaines, maximum 100, je dirais 200 djihadistes occidentaux, ou étrangers en tout cas, qui combattent toujours au sein de Jabhat al-Nusra. Après, on pose dessus le nom que l'on souhaite. Et je ne sais pas d'où vient ce nom Khorasan, s'il vient du groupe ou pas. Sur la partie délire ou rationalité, c'est une vraie bonne question, parce qu'il est toujours, pratique pour des... quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Il est toujours pratique de se défausser de responsabilité en indiquant que son ennemi n'est pas rationnel. De toute façon, disaient des proches, l'ennemi il est con. Il croit que c'est nous l'ennemi alors qu'en fait c'est lui. Et on est toujours dans cette logique. Est-ce que... on comprend les enjeux. Soit on dit que l'État islamique, ce sont des barbares, ce sont des fous furieux, des fous de Dieu, enfin toutes les étiquettes qu'on trouve dans les médias. Et dans ce cas-là, d'une certaine façon, on le déresponsabilise, puisqu'il devient presque comme un acteur fou. Et en même temps, on se refuse de chercher ses rationalités. En l'occurrence, je vous renvoie au très bon livre de Pierre-Jean Luizard, Le piège Daesh. Il explique bien que, contrairement à ce que au discours on aimerait se plaire à penser que l'État islamique, c'est le méchant qui a cassé les belles machines ou les systèmes qui existaient là-bas. Non, l'État islamique, c'est avant tout le bouche-trou qui est venu pallier une faillite totale des États sur place. Les États avaient totalement failli dans de larges pans du territoire syrien et irakien. L'État islamique n'est juste venu... C'est davantage l'acteur opportuniste qui est venu remplir ces vides. Donc ça, c'est si on veut jouer sur l'irrationalité. En même temps, si l'on abuse de rationalité, si l'on commence à dire que l'État islamique est extrêmement calculateur, extrêmement fort, on risque de lui accorder trop de crédit. De fait, l'État islamique est assez foutraque. J'ai pu le fréquenter d'un peu près et j'ai eu l'occasion de me rendre compte que beaucoup de ses membres sont des aventuriers, je dirais. Pas des fous, mais pas non plus des idéologues endurcis. L'une des grandes forces de l'État islamique, en fait, ça a été de bien faire le boulot, de faire le boulot que Paul Bremer n'a pas fait. Paul Bremer
donc le proconsul américain en Irak, n'a pas compris comment on pouvait utiliser les ressorts locaux pour une occupation intelligente. Baghdadi le fait très bien, avec une organisation relativement décentralisée, un système d'allégeance triangulaire, très classique, somme toute, dans le monde tribal moyen-oriental, avec des échelons d'allégeance en pyramide, et une délocalisation, enfin une déconcentration assumée. En gros, un cheikh qui vient prêter allégeance à l'État islamique va obtenir un large degré d'autonomie. C'est un double avantage pour l'État islamique. Un, ça lui permet de ne pas être trop perçu par les populations locales comme une force d'occupation. C'est un risque. Et c'est sans doute son principal ennemi. La violence a permis à l'État islamique de gagner très vite par la terreur beaucoup de territoires, de s'imposer par sa force, mais c'est aussi l'une des principales menaces que j'identifie sur sa survie, sur sa continuité, parce que son extrémisme et son niveau de violence vont immanquablement provoquer des réactions de la part de la population. Donc, fonctionner par un système de délégation auprès des cheikhs locaux, des chefs de tribu, ça permet d'une part de rendre plus acceptable cette occupation, et puis ça permet de libérer de la main-d'œuvre, puisque les zones qui sont tenues par cette tribu n'ont plus besoin d'être occupées par des troupes djihadistes. Et potentiellement, même cette tribu va fournir des troupes djihadistes pour des batailles ici et là. Voilà. J'espère avoir... Ah oui, je voudrais quand même faire un... Je ne sais pas si vous... Je vous renvoie dans... Mais si vous bossez sur le sujet, vous avez certainement connaissance de ce pamphlet Idarat al-Tawahush, l'administration de la sauvagerie, qui est un texte écrit par un djihadiste égyptien en 2004, publié sur Internet, et qui est véritablement le programme politique de l'État islamique, qui décrit exactement la façon qu'ils ont de conquérir des territoires. En fait, c'est simplissime. Ça part du principe que les États arabes manquent beaucoup, ont une fâcheuse tendance à manquer de légitimité et ont une fâcheuse tendance à répliquer par la répression, par la violence, lorsqu'ils se sentent attaqués. Et c'est formidable. À partir de ce moment-là, ce djihadiste égyptien s'est dit « provoquons un engrenage de répression. Faisons des toutes petites attaques en visant en priorité le ventre mou des territoires. » Et on voit, c'est exactement ce qui est en train de se passer au Sinaï ou dans les... Bon, la Libye, de toute façon, elle est perdue depuis longtemps, mais ou dans le sud tunisien. Donc, des attaques, parce que le terrorisme, par définition, doit uniquement miser sur l'effet de levier, puisqu'on parle de quelques individus avec des moyens très limités qui cherchent à provoquer une réaction d'un corps social constitué de, a priori, plusieurs millions d'individus. Donc provoquons des petites attaques très limitées contre, ici, les forces de sécurité. Donc ça va être, ici on tue un policier, ici on met une bombe contre, je ne sais pas moi, un marché ou je ne sais pas quoi. Enfin, et faisons confiance sur cet État qui est... dont je rappelle, un, manque de légitimité et deux, propension à la violence, comptons sur sa réplique, qui sera une réplique sécuritaire.
Et essayons de provoquer un engrenage, une escalade de violence. Et ces provocations, ces petites attaques, essayons de provoquer, de créer un momentum, de créer un mouvement et qu'elle progresse au point que la répression finisse par devenir un peu aveugle, finisse par déborder, finissent par toucher la population, entre le dispositif de sécurité, les checkpoints, les brimades, les couvre-feux, et puis les arrestations un peu arbitraires, parce que quand on est policier et qu'on vient de perdre un de ses copains, ou qu'on est soldat et qu'on en est à enterrer son troisième compagnon d'armes, et quand on patrouille, on commence à avoir la main un peu lourde sur les arrestations, et puis la hiérarchie, les politiques demandent des résultats, donc on y va avec violence, voilà, la main lourde, et puis au final on entraîne l'État dans une délégitimisation complète, et l'État n'est plus reconnu comme légitime par les populations, il ne devient plus que cette force, cette violence un petit peu aveugle qui opprime, au point de pousser ce territoire dans une zone vide et d'offrir un territoire et potentiellement un pays aux djihadistes. C'est la façon c'est l'un des chapitres, l'un des points clés de ce pamphlet intitulé, je le rappelle, donc l'administration de la sauvagerie, qui est très fort et qui d'ailleurs va très très loin puisque il parle aussi des Sarwa, donc les conseils du réveil, les milices anti-Al-Qaïda, mises en place par les Américains, par le général Petraeus en l'occurrence, à partir de 2007, dans le cadre de sa politique qu'on a appelée The Surge, la poussée. Il propose déjà, avant l'heure même, un vaccin contre les Sarwa. En gros, ça doit être aux musulmans, je mets le terme avec des guillemets, puisque eux se considèrent avoir le monopole de l'islam. La réalité est évidemment différente, mais considère que ce sont les musulmans qui doivent prendre en charge le rapport avec les tribus et surtout ne pas laisser à l'État la maîtrise des tribus. Est-ce qu'il y a... Ouais. Pauline. Merci. Alors en fait, moi j'avais une question parce que vous avez rappelé au début que le terrorisme djihadiste jouait sur les fantasmes. Oui. Pour nous aveugler donc des vraies préoccupations, détourner la conscience médiatique en particulier occidentale des vrais problèmes. Oui. Mais moi ce que je me dis en fait en entendant ça, c'est que c'est un peu le jeu de toute terreur en fait, Oui. de tout terrorisme. Et du coup, pourquoi ça a pris cette ampleur de lutte quasi civilisationnelle? Pourquoi on a cette espèce de réaction Parce que tout le monde joue le jeu. Mais regardez les conséquences des attentats de janvier en France. Je veux dire, on est dans... Je ne sais pas si vous vous sentez rassuré de voir des soldats en armes dans les rues, dans les gares. Moi, je trouve ça très inquiétant. J'aime pas, c'est pas le modèle pour mon pays. Vous savez, le terrorisme a quelque chose de très spécifique. Normalement, quand quelqu'un produit une action, le succès de cette action dépend de la réussite de cette action dépend de la façon
dont vous l'avez mise en œuvre. Pour le terrorisme, c'est différent. Le succès d'un attentat ne dépend pas tellement de la mise en œuvre par les terroristes. Le véritable succès de l'attentat, il se noue avec la réaction de la victime. Il se complète avec la réaction de la victime. L'exemple que j'aime à citer, c'est évidemment le 11 septembre. Je veux dire, il faut être crétin pour imaginer que l'on a puni Al-Qaïda en envahissant l'Afghanistan et l'Irak. Je vais même plus loin. Le véritable succès du 11 septembre, ce n'est pas la destruction des Twin Towers, c'est l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Et je rajouterais même les portes blindées des cockpits. C'est ça le succès du 11 septembre. Ils ont réussi à modifier, à imposer un agenda à leurs victimes. Ce n'est pas les terroristes qui sont rentrés avec un pistolet dans le bureau ovale en disant, en braquant George Bush et en lui disant « déclenche de guerre ». C'est George Bush et son administration qui, de sa propre initiative, a conclu d'une façon qui a probablement dépassé les espoirs les plus fous des pirates de l'air du 11 septembre, qui a achevé le succès de ces attentats. Le succès des frères Kouachi et d'Ahmedi Koulibaly, ce n'est pas les 17 morts du 7 janvier et des jours qui ont suivi. C'est ce qui est en train de se passer en France actuellement, c'est ce qui va continuer de se passer, et c'est, de fait, la petite mort de Charlie Hebdo. Ce n'est pas possible de faire un journal anard sous protection policière, avec les millions qu'ils ont, avec la responsabilité, même les regards, tout le monde, qu'ils ont. Charlie ne peut exister qu'en restant marginal, qu'en restant une sorte d'aiguillon dans le paysage de la presse française. Si on met Charlie au milieu, au cœur, le jour où Charlie tire à 5 millions, Charlie meurt. Ils ont tué Charlie, oui. Mais pas en tuant 17 personnes. Enfin, 11, je crois, dans la rédac. C'est ça qu'il faut comprendre dans la spécificité du terrorisme. L'attentat, c'est comme le percuteur sur la balle. C'est la première étape d'un processus. L'attentat ne fera jamais couvrir un processus. Mais ce processus mène vers où alors? Parce que là, c'est une succession de moyens. Nous sommes face à des gens qui sont dans une idéologie, dans une représentation du monde apocalyptique. Ce processus mène vers davantage de confrontation. Et c'est d'ailleurs tout le mensonge de mes geôliers. Lorsqu'on les voit, lorsqu'ils se montrent dans le désert syrien avec un de leurs otages en pyjama orange, à genoux, et qui disent Obama, arrête d'intervenir, retire tes troupes, cesse tes interventions ou je lui coupe la tête. Ils savent pertinemment qu'ils vont finir par lui couper la tête et qu'il y aura encore plus d'interventions. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça que la pire erreur que nous puissions faire serait d'envoyer des troupes au sol en Syrie et en Irak. Il ne faut pas leur donner ce plaisir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter le processus? Parce que je doute que simplement... On décentre le regard. On cesse d'imaginer. On ne tue pas le terrorisme en le combattant. De fait, ce bouquin, je vous ai dit, il y a un chapitre sur l'État islamique.
Mais il y a un chapitre sur les mensonges de Bachar, un chapitre sur la fausse laïcité, un chapitre sur le bilan des morts, un chapitre sur l'économie, un chapitre sur les relations Irak-Syrie, un chapitre sur etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour. On prend le... Quand bien même, au final, notre objectif, ce serait le terrorisme, ce serait l'État islamique. Parce que ça nous préoccupe tellement. De fait, l'État islamique, ce n'est pas tellement un problème pour nous, Français. Il n'y a pas eu un mort en France du fait de l'État islamique, autant que je sache. Par contre, il y en a eu 10 ou 20 000 en Syrie, en Irak. Bref. Donc, ce terrorisme qui nous préoccupe tant, au lieu de l'attaquer, on en fait le tour, on le circonscrit. Et ce bouquin, il parle peu de l'État islamique, mais quand on l'a fini, on a compris, 1, d'où il vient, 2, pourquoi il a eu tellement de succès, et on a même des idées de comment on peut le résorber. La priorité de toute politique, de toutes nos politiques, ne doit pas être directement de cibler les djihadistes. Les djihadistes, c'est la fièvre. Il faut cibler la maladie. La maladie, c'est 1, les massacres, et 2, la faillite politique, les faillites politiques dans la région. La priorité des priorités de toutes nos politiques dans la région doit être la protection des civils. Pour cela, il faut regarder de façon très pragmatique. On oublie l'outrance, on oublie les cauchemars, les discours catastrophés, la panique que cherchent à créer chez nous les terroristes. Les faits. Les faits, c'est OK, il y a des morts. Qui tue? Comment on peut empêcher les massacres de se poursuivre? Et c'est là qu'on se rend compte de choses désagréables. Par exemple, que le régime de Bachar el-Assad, jusqu'à présent, a tué 10 fois plus de gens que l'État islamique. OK, donc oui, il faut lutter contre l'État islamique. Je ne suis pas en train de les défendre. Mais il faut avant tout faire établir des priorités. Et surtout, toujours avoir en tête la protection des civils. Protection des civils qui permettra aussi de laisser aux populations locales l'espace pour se doter d'un projet politique. Aujourd'hui, un Syrien n'a pas d'avenir. Un Syrien, quand il se lève le matin, il se demande peut-être chaque jour s'il rencontrera Allah le jour même. Vous savez, j'ai fait 5 reportages en Syrie entre le début de la Révolution et puis le dernier qui a été un peu prolongé. Et j'ai donc pu voir, étape par étape, le mouvement vers d'abord la militarisation, puis la radicalisation de cette révolution qui était incroyablement bon enfant, qui était populaire, qui était joyeuse. On dansait, on chantait dans ces manifs syriennes. Ils ont inventé des formes de participation. Il y avait même un côté communard. Il y avait dans la façon dont ils ont mis en place des comités locaux de coordination. Parce que très vite, l'idée c'était notre État n'a plus de légitimité, c'est à nous de nous organiser, c'est à nous de créer quelque chose. On a une page blanche, il faut qu'on prouve qu'on peut faire quelque chose à nous. Sauf que cette révolution s'est butée à une répression d'une férocité inimaginable. La radicalisation est le résultat tout à fait naturel de cette répression. Et d'ailleurs, c'était sans doute l'un des objectifs de la répression, de pousser la population vers plus de conservatisme religieux, plus de haine communautaire. Je pense que si demain, les Syriens gagnent espoir dans leur espérance de vie, se disent que non, peut-être ce sera
ça ne devrait pas être aujourd'hui parce qu'il y a moins de massacres, parce que le rythme des tueries au moins se ralentit. Eh bien, on assistera tout aussi naturellement au mouvement inverse. À partir du moment où les Syriens, mais aussi les Irakiens, puisque de larges pans du territoire irakien sont exactement dans le même type de problématique, quand bien même la répression du régime de Bagdad a été marginalement moins violente que celle du régime syrien. À partir du moment où les gens de ces régions se disent « Ah mais en fait, je ne pense pas que je vais mourir aujourd'hui, j'ai peut-être un avenir », eh bien, ils vont recommencer à penser en termes politiques, à créer des projets de vivre ensemble à nouveau. Le mouvement de déradicalisation accompagnera une décrue des violences d'une façon tout aussi naturelle que la sauvagerie de la répression avait produit de la radicalisation. Donc, protection des civils, rétablissement d'institutions politiques légitimes à Damas et à Bagdad. Si je veux me faire élire à Damas et à Bagdad, c'est mon programme. En tout cas, c'est le message que je cherche à convoyer comme la solution unique pour résoudre les problèmes de la région, dont l'État islamique, puisque c'est tellement notre obsession. Mais vous savez, il y a deux façons de... Enfin, on est face à un marécage rempli de grenouilles. Et on part avec notre fusil, tuer toutes les grenouilles l'une après l'autre. C'est tellement simple de fermer la vanne et d'assécher le marécage. Les grenouilles, elles partiront. Elles disparaîtront. Oui. Vous dites clairement dans votre livre, d'ailleurs assez explicitement, beaucoup plus que vous ne le faites maintenant, que le jour même où on rétablit un régime politique solide en Syrie, un autre régime, l'État islamique perdra une large part. Alors je me souviens plus du chiffre. Plus que ça. Non, c'est un opposant syrien qui me dit le jour où on réussira à donner de l'espoir politique, même pas un rétablissement enfin, ce serait... C'est un vœu trop pieux pour qu'il soit réaliste, le régime politique représentatif. Mais le jour où l'on redonnera de l'espoir aux Syriens, ce jour-là, l'État islamique perdra la moitié de ses recrues. Oui, le jour même. Le jour même. Mais c'est un autre... c'est un opposant de longue date. C'est le général Klass, qui est le fils de l'ancien ministre de la Défense, un général de la garde républicaine de Bachar, un ancien intime de Bachar, donc qu'on ira difficilement qui a fait défection 6 mois après le début de la Révolution, un an, pardon, qui vit actuellement en exil à Paris, qu'on n'ira certainement pas suspecter de sympathie pour l'État islamique, qui utilise... cette très belle image. L'État islamique, c'est une abaya. Vous savez, cet ample manteau qu'on utilise dans la région. Il n'est grand qu'à cause du vent que vous soufflez dedans. Coupez les ventilateurs et il s'effondrera. Il tombera sur lui-même et ça ne deviendra qu'un morceau de tissu comme ça par terre. Bonsoir, merci. Je m'excuse, je suis arrivé en retard parce que changement d'horaire. J'étais à la maison où vous étiez, à Henri IV. Et j'ai même participé l'année dernière, avant votre délivrance, à la journée qui a été organisée entre l'heure, etc. En tout cas, moi je travaille sur les textes géopolitiques, etc. Est-ce que dans votre ouvrage, je ne l'ai pas lu, vous mentionnez les enjeux ou les caprices géopolitiques qui sont à l'origine de ce détournement de plusieurs révoltes, et notamment dans le cœur, la Syrie, où vous avez parlé de classe, je pense qu'il y en a d'autres, il y en a qui se sont sauvés à Dubaï, comme l'ancien Riyad, comment il s'appelle ? Voilà, et celui qui a... Je
pense que Quelques là où sites, hein. ça a commencé les règlements de compte internes entre les rebelles, entre l'armée libre et puis Nosra, etc. Vous savez, et vous voyez bien quand même beaucoup de pays qui sont les derniers à leur donner le micro pour parler de démocratie, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, et après la Turquie, qui ont quand même cette responsabilité de parachuter. Parce que vous voyez bien, enfin, la plupart de ces rebelles, entre guillemets, qu'on utilise parfois par complaisance, sans donner des excuses, hein, le régime syrien, il est sanguinaire, on le sait bien depuis qu'il soit Hafed ou son fils. Vous savez bien qu'ils sont même pas de Syriens, hein, ils viennent de l'étranger, et vous savez bien que, comme ça s'est passé à l'URSS, quand il y avait la guerre en Afghanistan, c'est comme s'il y a toujours une formule. Un terrain, la scène de la bataille, donc l'Afghanistan, un pays à côté. Ce que joue la Turquie encore, j'ai vu des images, des complaisances entre l'armée turque sur les frontières et les gens de Daesh. Il y a 3-4 jours, j'ai vu une image, c'est quand même... Ils communiquent avec Talkie-Walkie, etc. Pas avec des Talkie-Walkie, enfin, je les ai vus communiquer sur leur téléphone portable. Et quand ils ont abandonné Kobani, hein, parce que vous avez des raisons, vous voyez bien que la Turquie joue le rôle qu'a joué le Pakistan en parachutant les djihadistes avec la formation salafisme Ibn Taymiyyah et compagnie à Peshawar, et puis hop, parachuté en Afghanistan. Et puis bon, ça a donné le Taliban en 96 pour installer ce que vous avez appelé tout à l'heure la terreur, c'est-à-dire... Parce que les Américains ont compris, vous voyez bien, après la libération de Kaboul, il faut rappeler, parce que c'est quand même c'est comme un paradigme, hein, l'affaire de l'Afghanistan, et ça s'est répété. C'est comme si on a changé d'acteur. La Russie est devenue la Syrie, le Pakistan, son rôle a été joué par la Turquie, le rôle de l'Arabie Saoudite, le fournisseur, le financier, le Qatar. La rébellion syrienne, comme vous l'avez dit, elle était bon enfant au départ, et puis ça a été détourné pour des enjeux géopolitiques. Ouais. Et c'est ça le malheur des révolutions parfois. Oui, tout à fait. Il est de très bon ton de faire du Qatar bashing, du Saoudo bashing, et de dire que Qatar et Arabie Saoudite, en les mettant d'ailleurs dans le même sac, ce qui est la première des erreurs, que soutiennent le terrorisme, le financent, enfin je ne sais pas quoi, enfin le facilitent. Il se trouve que moi-même, je suis extrêmement critique vis-à-vis de ces pays du Golfe, mais pas, parce que je fais les choses de façon toujours très originale, pas pour les raisons pour lesquelles on les critique en général. En l'occurrence, le principal reproche que je leur ferais, c'est d'avoir détourné aussi certainement qu'un détournement d'avion, d'avoir véritablement kidnappé le printemps arabe. Le printemps arabe, c'était quoi à l'origine ? C'était une occasion historique d'un certain nombre de populations de cette région du monde de prendre pour la toute première fois de leur vie, notamment les jeunesses de ces pays, de prendre leur destin en main. Et quand je parle de leur vie, je parle de leur histoire, de leur vie en tant que société. Or, ce printemps arabe a été détourné. Il a été détourné à cause de ses parrains en un mouvement anti-républicain. Il est tout de même surprenant qu'aucune monarchie, à part peut-être le Bahreïn, n'ait été sérieusement inquiétée par l'une de ces révolutions. Qu'on ne vienne pas me dire que la monarchie est un modèle de démocratie, ni au Moyen-Orient, ni ailleurs. Un mouvement, disais-je, donc anti-républicain, conservateur, sunnite sectaire même, et voilà, conservateur sunnite, donc quelque chose qui n'était pas du tout au départ. Et ça, c'est le succès des pièges tendus par les dictateurs, y compris ceux qui sont tombés, hein, puisque Kadhafi, avant de tomber, avait très bien semé le doute, et avait très bien semé les graines de la discorde et créé le chaos. Donc en fait, les dictateurs ont utilisé les gens qui se sont servis des printemps arabes pour gagner en légitimité et qui se sont présentés comme les parrains des printemps arabes pour en fait planter les graines de la terrible contre-révolution que l'on voit aujourd'hui.
l'idée qui prévalait avant le printemps arabe était que certes les dictatures arabes étaient un petit peu malodorantes, mais qu'elles pouvaient malgré tout constituer des remparts utiles contre l'extrémisme. Cette idée est évidemment complètement fausse, puisque il suffit au moins un CAP de sciences politiques pour savoir que eh bien, c'est évidemment l'autoritarisme qui produit le terrorisme. Vous savez, j'ai couvert pratiquement toutes les révolutions arabes. J'ai juste manqué la tunisienne. Et j'ai senti Al-Qaïda trembler sur ses bases lorsque les jeunesses arabes hurlaient à plein poumon dans les rues. Al-Qaïda n'avait plus de raison d'être. Tous ces jeunes frustrés, tous ces jeunes privés de parole, privés de liberté, privés de moyens d'expression, privés de moyens de facteurs pour catalyser leur rage. Enfin, je veux dire, tout ça, la jeunesse était dans la rue, Al-Qaïda n'avait plus de raison d'être. Et à l'inverse, du fait que la contre-révolution est en train de produire des systèmes autoritaires qui sont pires que ce que l'on avait auparavant, puisque malgré ses emplettes françaises, le maréchal Sissi est bien pire qu'Hosni Moubarak. Eh bien, nous allons produire, nous sommes en train de créer les germes du terrorisme de demain. Les experts en contre-terrorisme disent qu'il faut compter 10 ans entre un conflit générateur de métastases, on va dire, et puis le pic des conséquences terroristes. En gros, on a la Tchétchénie 10 ans après l'Afghanistan, on a l'Irak dans la décennie suivante, et puis là, en fait, quand on regarde Kouachi, vétéran d'Irak, on est bien dans ce rythme 10 ans. 10 ans après son djihad en Irak, nous avons une répercussion chez nous de formes terroristes. Sauf que le djihad en Irak, ça a concerné une grosse centaine, je crois, de Français. Là, on est déjà à 1200-1400 Français impliqués avec le djihad dans la zone Syrie-Irak. Ça laisse à craindre pour ce qui se passera dans 10 ans. Il est urgent d'éteindre l'incendie, et cet incendie, ce n'est pas avec ou en tout cas pas que avec de la lutte antiterroriste bête et méchante, avec des armées classiques, des canons, des bombes, qu'on parviendra à l'éteindre. Il faut de la sécurité pour les populations locales, une cohérence dans le discours politique, et chez nous, enfin de notre part, dans le discours diplomatique, donc, et puis un espace d'expression politique là-bas, puisqu'à partir, la règle elle est simple. Si un jeune algérien, tunisien, saoudien, syrien, iranien, même que sais-je, n'a aucun espace d'expression, ne peut même pas dire merde au système sur sa page Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rejoindre une cave, une cellule clandestine et passer à l'action violente. C'est aussi simple que ça. Le paradigme il est tristement simple. Vous avez raison, juste ouais. Le micro, sinon il va râler l'enregistrement. Il y a eu, pour confirmer ce que vous dites, c'est quand même curieux que deux blogueurs ou blogueuses récemment, qui étaient laïques à l'époque des révoltes en Égypte, en Tunisie, on a appris qu'ils ont rejoint
Mais oui, mais tous les laïcs. Alors, mais oh, oui, c'est-à-dire, c'est le nihilisme hein, presque. mais bien C'est la sûr, perte bien de sûr, sens. bien ça, sûr. c'est Mais les djihadistes, ce ouais. sont de très mauvais musulmans. C'est presque tous des. Déjà, ce sont en grande partie. Enfin, les djihadistes, ce sont des néo-musulmans tous. Ce sont tous des soit néo-convertis stricto sensu, des gens qui ne sont pas de culture musulmane par leur de naissance, si on peut dire, enfin de famille. Et même pour ceux, pour la quasi-totalité de ceux qui sont de culture musulmane, ce sont des anciens bad boys qui devenus born again. Donc, qui ont fait une redécouverte d'un islam dans une version fantasmée. Alors, je ne suis pas parti, Oui. je suis au fond maintenant. Il y a une question ici. Oui, et concernant la figure politique de Bachar al-Assad à l'intérieur de la population syrienne, il est très difficile d'imaginer un leader politique, même s'il s'agit d'un tyran, qui reste dans les pouvoirs en faisant une guerre de ces dimensions, censé être soutenu par une partie de la population. Quelle partie de la population syrienne aujourd'hui soutient Bachar al-Assad? S'agit-il des groupes de la classe moyenne syrienne liés à l'armée ou à la fonction publique, mais qui le soutient en compte? Principalement les milieux d'affaires proches du clan familial et les services de sécurité armés exclus. Beaucoup de gens dans l'armée continuent de servir dans l'armée davantage par loyauté vis-à-vis du pays que vis-à-vis du leader. Il y a toujours, tous les dictateurs ont toujours eu, même les pires, ont toujours eu une proportion, une portion de leur population qui les soutient. Ça ne déplaît pas aux démocrates, ça ne plaît pas aux démocrates, mais on ne reste pas, décemment, la terreur seule ne suffit pas à rester au pouvoir. Il faut au moins une petite portion qui soutienne. Il se trouve que la population syrienne, on va avoir dans les zones qui échappent au contrôle du gouvernement syrien pratiquement que des opposants au régime, et dans les zones sous son contrôle, une part, sans doute minoritaire, de personnes qui sont des soutiens, souvent par peur d'ailleurs, par peur de l'avenir, à cause de la peur que distille le régime, et puis aussi une grosse proportion d'attentistes. Là aussi, des gens dont le raisonnement est en grande partie guidé par la peur. Il ne faut pas croire que la durabilité du régime syrien, puisqu'il est toujours là 4 ans après le déclenchement de la révolution, est le signe d'une quelconque légitimité. En fait, l'une des plus grosses erreurs d'analyse qui a été faite après le déclenchement de la révolution en Syrie a été de penser que ce régime allait s'effondrer vite. Il se trouve que ce régime dure depuis plus de 40 ans, se construit depuis plus de 40 ans, et il s'est construit très précisément en préparation de ce qui est en train de se passer. Tout, depuis le maillage de la société par les services de sécurité jusqu'au jeu malsain de manipulation machiavélique des communautés les unes contre les autres, visait à construire la résistance, la capacité de résistance de ce régime face à une crise telle qu'il est en train de traverser. Il ne s'est pas construit pour essayer de construire un modèle de société, quel qu'il soit. Il s'est construit vraiment fondé sur une mise en œuvre de ces différentes capacités de nuisance et le développement à l'extrême de ces capacités de résistance. Juste pour compléter la question, du coup, ce sont plutôt les minorités qui défendent le régime? Il y a en effet un certain nombre de minorités, mais sachant quand on regarde là encore les chiffres des victimes, je veux dire,
on trouve chez les Druzes, chez les chrétiens, chez les Kurdes, énormément de victimes de ce régime, comme de victimes de tout le monde d'ailleurs. C'est ça le drame avec ce conflit syrien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est criminel. On peut deviner dans mon discours une certaine sympathie pour les révolutionnaires qui sont proches de l'armée libre syrienne, mais il se trouve que j'ai découvert au printemps 2013 une fosse commune dont ils étaient responsables, et je l'ai rendue publique, hein, parce que c'est pas sur des crimes qu'on construit un avenir politique, hein, ou une légitimité à gouverner. Tout le monde est criminel. Même les Kurdes, nos amis qui, paraît-il, partagent nos valeurs, même les milices chrétiennes qui se sont formées pour défendre leur village, sont criminels. Tuent, torturent. Non, je suis désolé, mais il n'y a personne derrière lequel on puisse se ranger complètement dans ce conflit. Il faut garder... c'est un conflit qui a atteint un tel point de violence que tout le monde est devenu sauvage d'une certaine façon. Il y a eu une énorme perte d'humanité et probablement une destruction de la société. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime parce que la perte d'un État, on a tendance à beaucoup s'en inquiéter, mais un État, ça se reconstruit, bon gré, mal gré. C'est difficile, hein. J'étais à Bagdad en 2003, j'ai vu s'effondrer l'État irakien. Et une fois qu'un État est tombé, c'est très difficile à reconstruire. Mais que dire d'une société? Et là, c'est relativement historique. J'ai pas de souvenir en tête dans l'histoire de société qui a été véritablement détruite. Il me semble que même le Cambodge, à l'époque des Khmers rouges, a réussi à garder une certaine cohésion entre les différents, ou a réussi en tout cas à se reconstruire après la crise. Mais je veux dire, on est en train de... c'est au point de se demander si l'Irak et la Syrie existent toujours aujourd'hui en tant qu'État. En tant que pays, pardon. Puisque leurs États sont à peu près inexistants, c'est quelque chose d'accompli, pas encore acté pour le cas de l'Irak par nos diplomaties, mais il y a une vraie question en ce qui concerne les sociétés. Et là, c'est le pays qui n'existe plus. Ce qui ouvre le jeu à une nouvelle phase de dessin de frontières et un retour sur les conférences, notamment celle de Lausanne, qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Question suivante. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. D'après vous, la protection des civils est la priorité absolue. Comment est-ce qu'elle peut avoir lieu, sachant que l'envoi d'une armée dans ces territoires serait contre-productif et ne ferait qu'attiser les résistances? Merci. Je pense qu'il faut la fermeté politique, la fermeté diplomatique, quand bien même nous avons tant parlé ces derniers temps que notre parole a pu perdre en valeur, et notre message a clairement perdu en cohérence avec les récentes tergiversations sur la question « faut-il renouer avec Bachar el-Assad ?» J'aurais tendance personnellement à plaider pour une intervention militaire strictement aérienne et d'ampleur limitée. L'idée, c'est qu'il est absolument intolérable
de voir aujourd'hui, chaque jour, se croiser dans le ciel syrien des chasseurs bombardiers américains et des hélicoptères de l'armée du régime qui balancent leurs barils de TNT sur des villes, sur des zones occupées par des civils, et les pilotes américains se détournent, ne font rien. Leur mandat, c'est pas de protéger la population. Leur seul mandat, c'est de frapper des cibles de l'État islamique. Ça me semble absolument incompréhensible. Et d'ailleurs, c'est tout à fait incompréhensible pour les Syriens, puisqu'aux yeux des Syriens, l'armée de l'air américaine se retrouve pratiquement comme supplétif du régime. Donc associé au plus grand mal, puisqu'aux yeux de la majorité des Syriens, le régime est probablement le plus grand mal, l'État islamique étant sans doute le second. Il me semble qu'il serait tout à fait défendable, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'expliquer que ici, un jour, on a abattu un hélicoptère qui venait de balancer son baril de TNT, ou là, on a bombardé ou envoyé un missile de croisière sur une position d'artillerie qui était en train de pilonner une zone civile. Certes, en stricto sensu, si l'on s'en tient au droit international, c'est un acte de guerre et c'est une violation de la souveraineté syrienne. Mais de fait, l'espace aérien syrien est sans cesse violé. La souveraineté syrienne, quand on voit les zones de territoire qu'elle a déjà perdues, elle est déjà relativement inexistante. Et je pense que l'on soutiendrait assez facilement une réunion d'urgence du Conseil de sécurité réclamée par des Russes ou des Chinois qui nous diraient mais pourquoi vous avez tapé là, pourquoi vous avez abattu tel appareil, pourquoi, en disant attendez, on a les photos, on a documenté ce que... Enfin, vous voulez vraiment qu'on insiste, vous voulez vraiment qu'on vous montre ce qu'est en train de faire la position d'artillerie, qu'on vous montre les dégâts, vous voulez vraiment qu'on vous montre les photos de la zone qui venait de recevoir le baril de TNT lâché par cet hélicoptère. Je pense qu'à partir du moment où l'on se dégage de toute possibilité d'accusation de je ne sais quelle visée coloniale ou je ne sais pas quoi, ou impériale, et que l'on se concentre sur un strict agenda protection des civils, on devient en tout cas moralement inattaquable. Et accessoirement, le jour où les soldats syriens commenceront à se prendre, même si c'est ici ou là, très ponctuellement, mais une bombe ou un obus occidental sur la tête, notre message politique qui n'a pas changé, et je remercie la France de garder cette constance dans le message Bachar est un tyran, il doit partir, mais il prendra une toute autre dimension. Et on deviendra enfin crédible. Et aux yeux de la population, enfin, on sortira de notre silence, de notre inaction. La radicalisation des Syriens est le produit de ce qu'ils ont perçu, à tort ou à raison, c'est pas la question, c'est la perception est le plus important, de ce qu'ils ont perçu comme notre inaction. Ils considèrent qu'ils ont été massacrés à cause de nous, et que nous avons une part de responsabilité, encore une fois, à tort ou à raison, là, on pourrait en débattre par ailleurs, mais que nous sommes co-responsables de leur massacre, parce que nous avons laissé la répression s'abattre sur eux. Le message politique, donc usage de la force militaire, concomitamment d'ailleurs avec des frappes contre l'État islamique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de taper l'État islamique. Actuellement, c'est contre-productif. Ne taper que l'État islamique, ça renforce l'État islamique, ça vide toute la frange médiane de l'opposition, ça a détruit tous les modérés au sein des rebelles syriens qui se sont retrouvés laminés, soit de devoir fuir en Turquie parce qu'ils étaient
ils s'étaient affichés à côté de collabos. Enfin, ils se retrouvaient en situation de collabo parce qu'ils avaient une étiquette pro-occidentale qui d'un coup s'est retrouvée les desservir vis-à-vis de la population, ou alors ça les a poussés dans les bras de l'EI. Oui. Donc, donc justement, au lieu d'identifier des cibles, vous recommandez d'identifier des acteurs sur le terrain. Donc, à qui est-ce que vous pensez? Et en deuxième question, comment est-ce que vous expliquez cet aveuglement de l'Occident par rapport à ce qu'il faut faire en Syrie ou dans la région? Alors, identifier des cibles, c'est pas tellement des cibles. En fait, vos deux questions sont liées et la réponse est liée. Il faut résister à l'outrance, résister à cette idée que cherchent à provoquer d'ailleurs les terroristes chez nous, que c'est le mal, on est tétanisé, on réagit avec excès parce que on est face à quelque chose de pratiquement métaphysique. Il faut rester pragmatique. Qui est le plus criminel? Comment on peut réduire les massacres? Donc, et lutter contre les différents acteurs criminels au fur et à mesure de leurs crimes. Et si jamais demain Jabhat al-Nusra renonce à son allégeance à Al-Qaïda et décide de cesser la partie criminelle de ses activités, eh bien réintégrer Jabhat al-Nusra dans le jeu politique. Pourquoi pas? Ne pas raisonner en termes d'étiquette, raisonner de façon pragmatique. Quels sont les faits? Les clés, c'est les faits, le terrain. Ce n'est pas les idéologies, les discours à l'emporte-pièce. Et ça implique de ne pas avoir peur. Ça implique de rester rationnel, nous. Là où justement, on est face à des acteurs qui cherchent à nous faire perdre notre rationalité. Est-ce que j'ai répondu également à votre deuxième question? Il y avait un volet. C'était pour savoir pourquoi est-ce que nos politiques en Occident... Ah oui. Eh bien, nos politiques sont obnubilées parce qu'on commence par apposer cette étiquette terrorisme. Cette étiquette terrorisme, elle a un gros défaut. Elle doit être apposée, puisque de fait, on rentre bien dans des cas de terrorisme, et il s'agit de groupes terroristes, mais l'étiquette terrorisme a tendance à nous faire réagir de façon irrationnelle, tous autant qu'on est, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit même les policiers ou les magistrats. On se retrouve réagir de façon stupide, en fait. Bonjour. L'intervention que vous prenez en fait en Syrie ressemble un peu à ce qui en fait avait été fait en Libye. Et je me demandais en fait dans quelle mesure il n'y a pas un risque de déstabiliser complètement le pays, et se retrouver avec une situation... Mais les pays sont déstabilisés. Oui, arrêtez de parler flûte, il y a les islamistes qui arrivent, ça va être déstabilisé. Les États n'existent pas, les pays sont déstabilisés. De toute façon, c'est déjà cassé. Et après, du fait que, il y a forcément ça créera la protection des civils, mais quoi faire après en fait, parce que pour justement sortir de cette anarchie en fait dans laquelle est plongée la Syrie aujourd'hui. Le défi est grand parce que il impose de raisonner de façon rationnelle, si vous me permettez le pléonasme, de faire travailler ensemble énormément d'acteurs, puisque c'est à la fois du travail de défense, à la fois du travail de police, à la fois du travail de renseignement, à la fois du travail diplomatique.
et ce sont des acteurs publics qui ne travaillent pas toujours, qui n'ont pas du tout les mêmes logiques de fonctionnement en fait. Et puis surtout, la France toute seule n'ira jamais sauver qui que ce soit. Ça implique aussi de créer au moins un noyau de nations de bonne volonté qui sont prêtes à affronter tous les démons du Moyen-Orient d'aujourd'hui, que ce soit les ennemis déclarés des démocrates syriens, le régime iranien, le gouvernement de Poutine, ou les amis autoproclamés et en fait meilleurs ennemis de ces derniers. Et je désigne en particulier les pays de la région qui voient dans la Syrie une occasion géniale d'accroître leur influence, et puis de se livrer une guerre par procuration. Enfin, la Syrie, ça a été ces dernières années, sans qu'on s'y intéresse nullement en Occident, puisqu'on était simplement obnubilé par le postulat le Qatar et l'Arabie Saoudite financent le terrorisme, mais a été un terrain de jeu scandaleux pour que l'Arabie Saoudite et le Qatar se livrent à leur petite guéguerre. Vous êtes un petit peu rentré dedans dans le dernier intervenant, si personne n'a peur. Non, ça continue. Une question peut-être un peu provocatrice. Est-ce qu'une société si hétérogène, multiconfessionnelle, multiculturelle, comme la société syrienne ou la société irakienne, est-ce que ces sociétés peuvent finalement exister en dehors d'un régime autoritaire ou d'un système clientéliste très complexe, comme c'est le cas au Liban? Est-ce que là, on n'est pas trop naïf en disant que, bon, on va donner un coup de grâce à ces dictateurs et après, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt penser à peut-être redessiner des frontières, créer de nouveaux modèles de la société? Parce que quand je parle aux habitants de cette région, il y a une obsession qui revient sans cesse, c'est les accords Sykes-Picot. Y compris pour les djihadistes d'ailleurs. Et les djihadistes l'utilisent beaucoup, cette obsession de Sykes-Picot, qui est la balafre coloniale à travers leur région. Écoutez, vous m'accuserez peut-être de wishful thinking, et d'optimisme béat, mais tous les jeunes que j'ai rencontrés, au moins dans les phases jeunes, enfin les premières phases des révolutions arabes, en avaient juste marre. Non seulement du clientélisme, de la répression, du mépris affiché de l'État et de son principal visage, à savoir les forces de sécurité, puisque les États n'existent ou ne se représentent dans la région souvent que par ce biais. Mais ils en avaient aussi marre du communautarisme, du communautarisme, du sectarisme. Et je pense que le sectarisme est un poison utilisé par les dirigeants pour se rendre indispensables, en tout cas pour donner l'impression qu'ils sont le ciment nécessaire de sociétés artificielles. En fait, quand on parle, en tout cas quand on parlait, les choses ont peut-être malheureusement changé et c'est le résultat. Enfin, on a eu effectivement un développement de haine qui me permet même de parler de destruction de société. Donc pour aujourd'hui, on peut peut-être poser la question. En tout cas, à l'origine de ces révolutions, non, il y avait une vraie volonté de vivre ensemble de tout le monde. Après, oui, le poison communautaire progresse. Vivre ensemble dans les frontières de la Syrie
quelle que soit la frontière. Et les gens, au début, les gens étaient plutôt fiers d'être syriens. Les toutes premières manifs, ils avaient les drapeaux syriens, enfin officiels, avant qu'un drapeau révolutionnaire ne fasse son apparition et s'impose, étaient très présents dans les manifs. Et les toutes premières manifs, même les manifestants en appelaient à Bachar. Disait Bachar, les gens qui t'entourent, c'est des pourris, il faut que tu changes ça. Bachar, c'est toi qui va nous, il n'y a que toi qui peut nous aider. Question suivante. De l'autre côté? Ouais. Je vais essayer de répondre très vite. Bonjour. Alors, peut-être qu'en Syrie maintenant règne la loi du plus fort. Est-ce que vous voyez le sort des armes favorables à un des camps dans un futur plus ou moins proche? Excusez-moi, j'ai mal entendu. Est-ce que vous voyez le sort des armes favorables à un des camps? Le sort des armes favorables à un écran. Ah, à un des camps. Écoutez, je ne sais pas si... je vais pas faire de projection parce que ce serait forcément trop spéculatif, trop risqué. Ce que je peux m'avancer à dire, c'est que je pense qu'à un certain terme, le régime tombera. Sans doute. Ce qui est clair, c'est que l'État islamique ne tombera pas aussi longtemps que le régime est en place. L'État islamique ne peut pas être éradiqué aussi longtemps que le régime est en place. Après, est-ce qu'on aura une scission durable du territoire syrien avec les deux camps qui gagnent d'une certaine façon, chacun sur une portion de territoire? Enfin, les deux camps, en fait, il y a beaucoup plus, mais bon, bref, plusieurs camps qui gagnent et chacun sur une portion de territoire. Pourquoi pas? J'ai du mal à imaginer à très long terme le régime syrien survivre. Après, est-ce que ça va durer 6 mois, 1 an, 5 ans? Je ne sais pas. Et ce que je peux dire, la seule chose que je peux avancer, que je suis prêt à avancer pour sûr, et j'offre une bouteille de champagne à chacun d'entre vous, je vous prends pour témoin, c'est que l'État islamique ne connaîtra pas sa fin aussi longtemps que ce régime sera en place. Alors, dernière question peut-être. Deux dernières questions. Bonsoir. Je vais revenir sur une question qui a déjà été posée, mais j'aurais voulu quelques éclaircissements supplémentaires par rapport au non-interventionnisme de l'Occident en Syrie. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais j'ai l'impression que l'Occident, que ce soit les Américains ou l'Europe ou l'OTAN, enfin, qui qu'ils soient, sont déjà intervenus pour moins que ça, entre guillemets. Et donc vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui il y a la différence de traitement entre les armes de destruction massive présumées de Saddam et les armes, et les armes chimiques avérées de Bachar en est un parfait exemple. C'est justement, vous évoquiez tout à l'heure le spectre du terrorisme actuellement qui peut-être justifie ce délaissement de la situation en Syrie, mais il y a de ça 1 ou 2 ans justement, quand avaient été utilisées ces armes chimiques, alors même que Barack Obama en avait fait une ligne rouge, est-ce que vous seriez capable d'identifier des enjeux qui ont retenu les Occidentaux de mettre un pied dans ce conflit? Oui, et j'en parle un petit peu dans le bouquin. En fait, la Syrie n'est pas assez concernante pour nous. En tout cas, la démocratie en Syrie n'est pas un enjeu de politique intérieure pour aucun pays occidental. Le bien-être des Syriens, comme le bien-être de qui que ce soit dans le monde autre que notre pomme, n'est pas un enjeu de politique intérieure qui justifie une prise de risque importante de la part d'un gouvernement occidental. Et les risques d'une intervention, on les voit bien. Le régime syrien a montré qu'il était capable de frapper les intérêts de pays qui le contrarieraient
qui contrarierait sa politique. La France a été frappée sur son sol et par ses intérêts ailleurs dans le monde par des agents du régime syrien dans l'histoire. Donc, le risque est réel entre le risque djihadiste, l'inconnu, la peur d'un inconnu. Vous savez, cette phrase, cet adage sur le diable qu'on connaît et celui qu'on ne connaît pas, allié au fait que les bénéfices politiques sont réduits, justifie la lâcheté de Barack Obama. Et Barack Obama porte, à mon sens, une responsabilité très personnelle dans cette non-intervention. Une bonne partie de son administration était en faveur de l'intervention, une bonne partie de son opposition était en faveur de l'intervention. Il pouvait compter sur des soutiens à l'étranger, au moins celui de la France. Il a décidé très personnellement de ne pas y aller. Il a manqué sans doute l'une des dernières bonnes fenêtres de tir. Évidemment, dans une crise comme celle-ci, qui s'envenime, avec une situation qui se pourrit, et en face un adversaire qui joue le pourrissement, chaque jour qui passe rend toute tentative de solution trop tardive. Il n'est jamais trop tard parce qu'aujourd'hui, il y a eu peut-être 10, 20, 50, 100 morts en Syrie, je ne sais pas. Demain, il y en aura 10, 20, 50, 100, je ne sais pas. Mais il est trop tard pour les 220 000 qui sont déjà morts. Et sans doute plus, en fait, puisqu'il faut rajouter à ce chiffre à peu près 200 000 disparus, dont un grand nombre ont été tués, parce qu'il n'y a certainement pas 200 000 prisonniers actuellement en Syrie. Donc pour tout cela, il est trop tard. Mais pour les 10, 20, 50, 100 de demain, et le même nombre d'après-demain, et le même nombre d'après-après-demain, non, il n'est pas trop tard. À ceux qui me disent « oui, maintenant il est trop tard, on ne peut plus intervenir », voilà ma réponse. Monsieur. Trois choses. Je trouvais qu'il y a un peu une contradiction dans votre propos lorsque vous avez dénoncé les interventions occidentales qui font beaucoup de mal, et je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je suis persuadé, en géopolitique, ça fait des décennies que je m'y intéresse, qu'il y a des pays qui ne supportent pas les interventions étrangères. Je cite toujours l'exemple de l'Irlande qui a combattu l'Angleterre pendant 750 ans sans interruption. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions occidentales dans les pays arabo-musulmans qui étaient conduits à des succès. Donc je pense que ce soit des troupes terrestres ou des troupes aériennes, je crois que ça ne change pas grand-chose. Ça fait beaucoup de mal. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, et je vous apporte une contradiction, moi ce que je vois en lisant la presse, les interventions des uns et des autres, c'est que plus le temps passe, plus nombreux sont les hommes politiques, y compris à l'ONU, qui se déclarent favorables à une discussion avec le gouvernement syrien. Et troisième question que je vous pose, vous n'avez pas parlé des médias, mais moi ça fait une dizaine d'années ou plus que je suis toutes ces affaires d'Irak et de Syrie et d'ailleurs, et je suis quand même toujours surpris de l'extraordinaire propagande des médias occidentaux qui ne présentent toujours qu'un aspect. Par exemple, dans les années 2003, 2007, 2008, je vous mets au défi de trouver beaucoup d'articles dénonçant l'occupation américaine. Tout se passe comme si les mots d'ordre des trois grandes agences de presse, AFP, AP et la troisième, Reuters, donnaient leurs directives aux journalistes. Alors comme vous êtes journaliste... Voilà. Je vais finir par la dernière. Il y a un énorme aspect moutonnier dans les médias. Je pense surtout qu'il ne faille pas aller chercher le moindre complot dans une couverture médiatique. Le milieu journalistique est devenu assez méchamment consanguin, mais conserve tout de même une diversité suffisante pour qu'il soit difficile d'y envisager un véritable complot en tant que tel. Je pense qu'il faut bien davantage incriminer ce que les psychologues décrivent comme une zone de confort. Et de fait, la zone de confort, nous en sommes tous victimes. Hein. Certains d'entre vous vont aller acheter le Figaro, d'autres Libé. Certains d'entre vous achèteront Valeurs Actuelles, d'autres Le Monde Diplomatique. Vous êtes prêts à payer, non pas pour avoir de l'information, mais pour être conforté dans vos clichés.
Bref. Ça, c'était pour tous mes amis détracteurs. La question précédente, une intolérance de certaines populations de la région à toute intervention étrangère. Oui, de fait, on a beaucoup joué au démiurge avec les populations de la région. On a beaucoup... et même, à la limite, même l'Empire ottoman, qui était une puissance impériale locale, a tellement joué des jeux de palais, des services de sécurité, des espions, et mêlé un petit peu tout. Enfin, tout le monde a juste joué des populations et ça aboutit, de la part des populations locales, à une sensibilité à cœur de peau qui va provoquer de l'espionnite, qui va provoquer de la complotite, qui va provoquer un certain nombre de réactions qui sont très malheureuses, mais dont on distingue clairement l'origine. Votre troisième question... C'était de dire que plus le temps passe, plus nombreux sont les hommes. Oui, renouer, oui, il y a un exemple extrêmement triste, puisque la révolution du jasmin vient de trahir la révolution du dabké, que la Tunisie s'apprête à renvoyer un émissaire diplomatique, a priori un chargé d'affaires à Damas, à rouvrir son ambassade. À cet élément, je réponds le discours, aux gens qui militent pour une reprise des relations avec Bachar el-Assad. Je réponds, c'est immoral. C'est immoral parce que c'est faire une croix sur 200 000 morts. 2, regardons d'une façon pragmatique qu'est-ce que Bachar pourrait nous apporter. Du renseignement, de sécurité? Non. Non, parce que les djihadistes occidentaux qui vont se battre en Syrie ne passent pas par les territoires qu'ils contrôlent et qu'ils utilisent en grande partie des moyens de télécom satellites pour lesquels le régime syrien n'a pas de capacité d'interception. Non, pas de renseignement. De la capacité militaire, non plus. Ces capacités militaires, elles sont au taquet. Il n'en a pas en rab. Les zones qu'il tient, c'est grâce à c'est grâce au supplétif du Hezbollah. Du levier diplomatique dans la région, mais non, il est otage de ses parrains. Si on veut chercher un effet de levier diplomatique dans la région, allons plutôt voir les marionnettistes, allons plutôt à Téhéran ou à Moscou que d'essayer de s'acoquiner avec la marionnette. La marionnette, elle ne peut rien, elle est otage de ses parrains. A contrario, qu'est-ce que ça signifie de s'afficher aujourd'hui aux côtés de Bachar? Quel est le coût politique de cette erreur qui ne peut rien apporter en termes de bénéfices? Eh bien, le coût politique, c'est d'envoyer le message à toutes les victimes de ce régime que nous les lâchons. Et donc, de facto, de précipiter au moins l'ensemble de la communauté arabe sunnite, y compris les plus modérés, dans les bras de l'État islamique, qui se retrouve être l'entité la plus forte au sein de leur communauté, capable de les défendre contre ce qu'ils considèrent comme un lâchage complet. Face à ce qu'ils considèrent comme un lâchage complet.